Ok, je crois que là, il est l'heure. On va Ouais. commencer. Donc, vous me recevez? 5/5. Ok. Donc, bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Ça dépend de votre position géographique. Donc, bienvenue à ce nouveau Power Talk organisé par notre communauté Microsoft, par notre plateforme. Donc, l'objectif de nos Power Talks, c'est très simple, c'est de créer un espace pour partager, d'échanger autour de la Power Platform et des technologies qui l'ont. Donc, c'est un moment pour apprendre ensemble, découvrir de nouvelles possibilités et voir comment ces innovations peuvent transformer nos usages au quotidien. Donc, ce soir, comme on l'annonçait depuis, nous allons quitter les sentiers battus et aller sur un terrain très passionnant. Copilot Studio, agent autonome, MCP et Computer Use, la nouvelle ère de l'orchestration multi-agent. Et pour en parler, nous avons l'honneur d'accueillir Romain Girard, Power Platform et IA enthousiaste, Patrick, Patrick et Patrick du moins est leader de les têtes dans le cloud. Donc, merci à Patrick et merci à Romain d'avoir accepté notre invitation. Donc, voilà comment les choses se passeront. Après sa présentation, nous aurons un temps dédié pour les questions. Donc, n'hésitez pas à préparer les questions ou à laisser les questions directement dans le chat. Donc, je vais laisser la parole à Romain pour commencer la présentation. Merci. Donc, merci pour l'invitation. C'est vrai que ça nous arrivait de discuter et d'échanger autour de la communauté. Moi, ça fait un moment que je suis la communauté. Ça me fait super plaisir d'être là avec vous. Et donc, voilà, moi, aujourd'hui, on en profite un petit peu du mois de septembre pour faire un topo sur Copilot Studio. Donc, bien sûr, si tout le monde ne sait pas ce que c'est, j'ai prévu au début de rapidement le présenter et d'attaquer les sujets qui vont tourner justement autour de cette solution Microsoft pour faire du low-code et des agents en environnement Microsoft. Et donc moi pour me présenter, donc déjà comme tu l'as fait, voilà. Donc moi j'appelle Romain. Donc là je suis en France, donc j'ai pas la chance d'être au Cameroun en ce moment parce que j'ai déjà planifié mes vacances ailleurs. Sinon ça aurait été un plaisir aussi de pouvoir être sur place. Mais voilà. Et donc l'idée c'est que moi en effet ça fait maintenant à peu près depuis le début de la Power Platform que je travaille sur cette technologie. Donc ça fait beaucoup d'années. J'ai commencé en 2015 sur la Power Platform et ça fait à peu près 20 ans que je fais du Microsoft. Et en effet, je co-host aussi un talk show mensuel qui s'appelle L'état dans le cloud, qui est une émission d'une heure tous les mois. Et dans la vie de tous les jours, professionnellement, je suis ce qu'on appelle un practice lead low code, c'est-à-dire que je m'occupe d'animer, de faire vivre les activités et les offres et nos solutions autour du low code dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Et j'ai aussi, à titre perso, une chaîne YouTube sur laquelle je l'ai dédiée au sujet de Copilot Studio, et c'est aussi pour ça qu'on va parler Copilot Studio aujourd'hui. Donc ça, c'était pour la petite introduction. Je remets vite fait en place pour ceux qui sont moins familiers des technologies Power Platform ou de Copilot Studio. Donc très rapidement, dans l'écosystème Microsoft, quand on travaille dans les tenants Microsoft 365, on a quelque chose qui permet de faire ce qu'on appelle du low-code, donc des applications sans code, ou quasiment, ou en tout cas avec très peu. Microsoft dit sans code, moi je dis quand même, il y a quand même une bonne notion de technique. Et dedans, on a plein d'outils qui servent à faire des rapports, des applications, des flux de travail, des sites, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, les agents avec l'outil Copilot Studio. Donc c'est toute une brique d'intelligence artificielle qui est vraiment dédiée aux agents. Voilà. Rien que ce slide-là, je pourrais vous parler pendant plusieurs heures, mais c'est pas le sujet. L'idée, c'est que Microsoft a déployé tout un écosystème autour des agents. Donc là, et donc, on a plusieurs solutions, et donc on va se concentrer sur celle du milieu aujourd'hui. Mais il y a déjà, ce slide-là est différent, certains l'ont peut-être déjà vu dans leur cadre professionnel ou dans d'autres conférences. Il a changé cette semaine ou la semaine dernière parce que Microsoft a changé le nom des produits. Donc déjà pour ceux qui n'étaient pas au courant, dans la partie Copilot 365, qui est donc la partie agent qu'on donne un peu à tout le monde dans une entreprise, on avait une partie qui s'appelait Agent Builder et qui s'appelait avant Declarative Agent, ce qui permettait à peu près à n'importe qui de, quand il avait la licence et l'outil, de faire un agent basé sur des instructions et sur des connaissances d'entreprise. Et il pouvait le partager.
Ça vient d'être renommé tout frais en Copilot Lite. Copilot Studio, du coup, c'est fait renommer en Copilot Studio Full, pour ceux qui connaissaient. Et c'est vraiment une partie que j'appelle plus configuration, plus low-code. Parce que ce qu'on utilise vraiment le plus souvent quand on va faire cet outil Microsoft, que je vais présenter un peu plus en détail après, c'est faire des agents et faire de l'IA avec de la Power Platform chez Microsoft. Donc c'est Copilot Studio qui est vraiment la partie agent et agentique, mais on va avoir Power Automate, qui est la partie workflow, et iBuilder, qui sont les deux autres briques de la Power Platform qui servent à faire de l'IA, des workflows, des flux, des automations, et elles sont à l'intérieur du studio également. Donc en fait, ça permet vraiment de faire plein de choses, mais pas que, puisque Copilot Studio, cette partie agent, a été vraiment pensée pour aller plus loin et pas de retrouver bloqué. Comme souvent les technologies low-code sont prévues de je reste dans un cadre low-code, éventuellement je vais avoir certains outils pour aller un peu plus loin, mais très vite au bout d'un moment dire stop, je passe en développement comme on a toujours fait. Copilot Studio, ils ont vraiment gardé cette logique de qu'est-ce que c'est qu'un agent IA. Parce qu'un agent en IA, pour ceux qui sont moins familiers avec les notions d'intelligence artificielle, en fait, c'est pas un seul élément, en fait, c'est plusieurs. L'IA, c'est une intelligence artificielle qui a été entraînée sur des connaissances. La grosse révolution qu'il y a eu les 2 dernières années, que tout d'un coup on ne parle plus que de ça partout, c'est qu'avant, les IA, c'était long à entraîner et coûteux. Ça l'est toujours, c'est une catastrophe écologique, mais en plus, on a rajouté ce qu'ils appellent une notion qui s'appelle le RAG, le Retrieval Augmented Generation, c'est-à-dire qu'on peut en temps réel rajouter des informations à une IA, et c'est comme ça qu'on a eu ChatGPT. Et ensuite, une IA, troisième morceau, elle répond, suivant une certaine façon de répondre. Et en fait, tout simplement, c'est ces morceaux-là qui peuvent s'interchanger avec les technologies de Microsoft Azure, Azure étant la technologie infrastructure serveur, full développement, full technologie, full infrastructure, et on peut remplacer n'importe quel morceau de Copilot Studio avec de l'Azure, c'est-à-dire des index de recherche sur mesure pour les gens qui font de l'IA, ils savent un peu ce que c'est, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. On peut vraiment tout recalculer et tout interchanger et faire quelque chose d'interopérable. Et c'est ça la vraie puissance qu'on va avoir dans un Copilot Studio. Je parle un petit peu beaucoup d'ailleurs au début, je vous rassure, au bout d'un moment, on va y avoir que de la démo. J'ai 7 ou 8 démos à vous faire, mais juste je pose un vocabulaire commun tous ensemble au début. Et donc finalement, de quoi est vraiment fait un agent dans Copilot Studio? On voit quelques extraits à gauche. D'ailleurs, je pense que je dois pouvoir un chouïa zoomer, voilà un petit peu pour montrer globalement. Ça ressemble à un workflow finalement, sauf qu'on discute, et on peut y faire des petites choses. Et on va du coup se concentrer justement sur ce qu'il y a dedans. Comme je vous disais, c'est qu'il y a des connaissances, et les connaissances, c'est ce qui va être dans la partie enrichie en temps réel. On va lui dire, par exemple, des connaissances d'entreprise, des sites web publics, ou tout simplement plein de choses, tout ce qu'on peut imaginer globalement qu'il y a une URL web, globalement. Ou ça peut être même des fichiers en dur qu'on lui donne, ou des données venant d'Azure. On a ce qu'on appelle des rubriques. En fait, la rubrique, c'est une notion qui est vraiment propre à Copilot Studio. C'est une notion dans laquelle on peut forcer l'intelligence artificielle à prendre certains chemins en fonction de certaines situations. Donc ça va vous permettre de gérer des cas particuliers d'entreprise, gérer des situations et comment traiter des thèmes à l'intérieur d'un agent. Et il y a tout un ensemble de choses que j'ai mis juste dans une case en haut à droite, et pareil, on pourra en parler pendant des heures, c'est tous les outils. Et la force de Copilot Studio, c'est ces outils qui permettent de faire plus que juste un chat GPT, juste discuter sur des informations. Et c'est là-dessus qu'on va vraiment s'attarder aujourd'hui tous ensemble, puisqu'en fait, il y a eu beaucoup de nouveautés. Et c'est ce qui m'intéresse, moi, de communiquer, c'est que je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont vu, de loin plus ou moins, une intelligence artificielle, ont vu qu'on peut discuter avec un GPT, avec un Claude, un Gemini, un peu tout ce qui existe sur le marché de façon gratuite sur Internet. Et voilà, et on fait de la discussion, ce qu'on appelle de la conversation. Et en fait, ça, pour moi, c'est la face visible de l'iceberg. Parce que dans le monde professionnel et surtout dans le monde Microsoft, en fait, il y a tellement d'autres choses à faire. Et c'est là où on va avoir vraiment quelque chose à ajouter. C'est là où je vais essayer de montrer un maximum d'exemples dans le temps qu'on aura ensemble. Et ce qu'on appelle des canaux, parce que souvent, quand on pense agent, on pense conversation, et comme je vais l'insister beaucoup dans le slide d'après, en fait, les canaux, c'est les endroits où on le partage, et oui, Microsoft Teams en fait partie, on est tous là sur Teams, mais pas que, et en fait, c'est ça aussi qui est intéressant. Allez, dernier gros slide, un peu de blabla, et on va très vite aller dans la manipulation. Mais il me tient beaucoup à cœur ce slide que je fais évoluer maintenant depuis quelques années, parce que moi-même, j'ai fait le lapsus plein de fois au début, et je vais continuer à le faire parce que c'est le mot, on parle d'agent en permanence.
En fait, le mot d'agent, c'est quelque chose de très ciblé et de très précis dans le monde de l'intelligence artificielle. Ça sert à rien de faire un combat pour essayer de dire aux gens ne dites pas agent parce que de toute façon les médias, même Microsoft appelle tout agent, tout le monde appelle tout agent. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment ils ont évolué avec une petite chronologie. C'est qu'avant, on avait des robots, ce qui étaient des espèces de workflows améliorés, qui sont vraiment pensés pour faire des successions d'étapes prédéfinies, exécuter des tâches répétitives et surtout, par exemple, si on veut programmer des posts sur LinkedIn, c'est ça un workflow globalement. Et il y avait aussi les robots qu'on appelait le RPA, qui était la Robotic Process Automation, qui était prendre le clavier souris, bouger en fonction d'instructions qu'on avait développées. Et ça, gardez-le juste en tête, ça va être tout le sujet des dernières démonstrations, parce qu'il y a eu des énormes innovations dont on a le droit de vous parler que depuis à peu près une semaine ou deux, donc c'est assez cool. L'assistant, et ça c'est ce que tout le monde connaît, c'est la face visible de l'iceberg, l'assistant conversationnel. Ce qui tout le monde appelle un agent, n'est en fait c'est pas un agent, c'est un assistant. C'est je pose une question à une intelligence artificielle, elle me propose des solutions ou du contenu résumé, et par exemple elle m'a aidé à faire ce slide au début quand je cherchais un petit peu comment l'organiser. Et après on commence à avoir le mot agent qui apparaît, que j'appelle agent autonome. Pourquoi je dis peut-être le vrai agent? Parce que j'ai une phrase souvent dans mes présentations, quand je fais des présentations très courtes ou des vidéos de 10, un quart d'heure, 10-15 minutes, je dis toujours un agent, ça agit. Voilà. L'assistant, il n'agit pas. L'assistant, il me répond, l'assistant, il me parle, il me propose des solutions, il résume, mais il n'agit pas. L'agent autonome, il agit et en plus de façon autonome. C'est quelque chose qui marche vraiment bien depuis 2025. Par contre, ça se passe dans un contexte précis, réduit. Je vais vous faire j'ai une ou deux démonstrations là-dessus. Et il est là pour résoudre des situations de façon autonome, par exemple, traiter des emails, les résumer, travailler avec, proposer des solutions, faire tout ce qu'on a vu avant, parce qu'en fait, chacun inclut les étapes d'avant, mais par exemple, juste dans le contexte de travailler sur mes mails et les résumer. Et on a le mot agentique. Et lui aussi, on l'entend à tort et à travers dans la bouche de plein de gens. Les médias n'osent pas trop parce que le mot fait un peu peur, mais on l'entend partout. Sa définition d'ailleurs a beaucoup évolué en l'espace d'un an. Ce slide-là, quand j'ai fait il y a un an, j'avais pas la même définition à droite, elle a beaucoup bougé. Et si on devait la vulgariser, parce que s'il y a des experts, je pense qu'ils vont peut-être bondir, mais en tout cas, si on essaye de vulgariser la notion d'être un agent, ou en tout cas d'être de l'agentique, il y a une notion de coordination. C'est-à-dire qu'il y a des agents qui se coordonnent entre eux. On n'est plus dans un agent tout seul qui effectue des tâches de façon autonome pour atteindre un objectif. On a un ensemble d'agents qui se coordonnent, mais pour se coordonner, ils ont besoin de capacité de raisonnement. La différence entre répondre et raisonner, c'est que répondre, je prends du contenu, je fais un résumé, c'est des formules de maths. Pour ceux qui, pour juste pareil, je pourrais passer des heures, mais globalement, ce qui se passe dans un assistant conversationnel, c'est des maths qui écrivent du texte. Alors que le raisonnement, c'est beaucoup plus compliqué. Et ce raisonnement, c'est rechallenger les informations, coordonner et surtout déclencher un catalogue d'actions et de réactions entre les actions. Et c'est ce qu'on appelle le chaînage dynamique. On va chaîner dynamiquement de façon coordonnée et raisonnée. Donc voilà, c'est là où l'agentique change tout par rapport à un agent qui suit un process par rapport à des idées et qui génère du contenu. Et donc par exemple, on verra une démo, c'est quelqu'un me demande dans une réunion de venir me déplacer dans une autre ville ou dans un autre pays pour faire un rendez-vous en physique. Donc il faut organiser le voyage professionnel, les trains, les avions, les taxis, le logement. Bah, tout ça, l'agent, je lui dis juste dans 3 jours, je vais être dans tel pays, dans telle ville. Il se débrouille. Et c'est ça qu'on va voir dans la démonstration. Voilà. Et donc, vu que je ne vais pas trop m'attarder aujourd'hui sur la partie agent conversationnel, parce que je pense que beaucoup de gens ont vu ça, un chat GPT, je lui dirais parle-moi de l'actu, résume-moi des choses. Moi, je vais m'attaquer avec vous sur, d'un point de vue professionnel, les évolutions qui ont vraiment pris en maturité en 2025 dans Copilot Studio. Et donc, on va y aller progressivement, puisque chacune va être un petit peu, un effet encapsulé l'une dans l'autre. Je vais commencer par les agents autonomes et les capacités de raisonnement. Et ensuite, on va voir ça dans le cadre des multi-agents, comment justement ça s'interconnecte, ça s'interface. Je vais vous parler d'un mot que j'ai pas encore prononcé qui s'appelle les connecteurs MCP. Ceux qui suivent un petit peu l'actualité technique, surtout depuis le début d'année, c'est du jour au lendemain ça a débarqué. Et c'est en fait un protocole de communication qui sert à
de mon point de vue, low code, on va appeler ça le pont entre le langage naturel et le code. Et on va voir ça plus en détail au moment où on en parlera. Et Computer Use, qui est donc la grosse nouveauté, que j'appelle ça la dernière frontière qu'il fallait passer. Et là, on va le voir, c'est encore en preview, donc il y a des petits bugs, mais c'est fou. C'est fou. On met un prompt et il se débrouille tout seul et surtout il gère l'improbable et l'imprévu, ce qui est le problème de la résilience des applications qu'on développe aujourd'hui, c'est faire face à l'imprévu. Quand on travaille dans le monde de l'informatique, c'est quand c'est pas prévu, bah, ça bug. Et bah là, bah, ça bug pas quand c'est pas prévu en fait. Et c'est l'IA qui prend le contrôle de la clavier à la souris, qui se débrouille pour finir le process. C'est assez impressionnant. Et à la fin, si on a le temps, j'aimerais que vous touchiez un mot et se sensibiliser ensemble sur le fait qu'on est dans l'ère de l'intelligence artificielle et que on commence à aller pour la fin de la décennie sur peut-être avant, en fonction des progrès, sur ce qu'on appelle l'AGI. Et voilà, c'est une notion qui je pense qui est bien de connaître parce que je pense, le mot dans les années à venir va venir de plus en plus souvent. Et donc, rentrons ensemble. Bientôt plein de démos. Je sais qu'il y a beaucoup de textes au début et je répète des choses, mais voilà, on va y venir. L'agent autonome. Et comme je disais, c'est que c'est une façon d'avoir de l'intelligence artificielle qui ne se limite plus de répondre à une problématique. C'est de l'intelligence artificielle qui raisonne et qui agit, et en plus de façon autonome. Comment on définit ça? Eh ben en fait, c'est que pour être autonome, on n'est pas encore dans les films de science-fiction où l'IA elle vit sa vie et tout se passe tout seul. On met en place, et c'est ce que je montrais dans les vidéos, un déclencheur. Il y a un événement qui déclenche toute l'histoire. Mais cet événement peut se produire de plein de façons. On veut lui imposer des conditions qui font que l'IA va se mettre à travailler. Derrière, le raisonnement va être utilisé pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire et surtout choisir les actions. Et un mot que j'ai déjà prononcé, le chaînage dynamique. Il va essayer de dynamiquement chaîner les actions. Parce que moi, ce que je vais vous montrer, c'est pas des workflows sur lesquels j'ai mis l'IA. C'est vraiment, j'ai mis simplement du prompt, des outils, et c'est l'IA qui se débrouille avec. Et donc, voilà à quoi on fait avec et qu'est-ce qu'on fait avec ça. Bah, ça suit un raisonnement, donc comme j'ai dit, va suivre un raisonnement. Ça va enchaîner ses actions, voire déclencher d'autres agents. Ça, on le verra quand on parlera de multi-agents. Et finalement, ça peut même accéder en temps réel à plein de systèmes et plein de systèmes informatiques. Pas forcément juste des bases de connaissances. Et donc ça y est, voilà. Les deux démonstrations que je vais vous montrer, que je vais vous partager, pour aller plus vite, je ne les fais pas en live, parce que je voulais vous montrer tellement de choses. En live, ceux qui manipulent ont l'habitude, c'est toujours un peu moins rapide, on doit attendre que les pages web se chargent. J'ai pré-enregistré mes démos, c'est juste pour pouvoir vous en montrer plus vite, en accéléré. Et donc on va voir deux choses. On va voir un premier truc très simple, que peut-être certains d'entre vous ont déjà fait, c'est l'analyse des emails pour proposer des réponses basées sur une base de connaissances que je vais avoir en entreprise et aussi voir un peu mieux comment marche le raisonnement. Donc, première démonstration. Alors, hop. Là, on est dans un Copilot Studio. Donc, pour ceux d'ailleurs qui n'ont pas l'habitude de Copilot Studio, comment ça se présente? À gauche, on a donc des petits menus. À droite, c'est là où l'action va se produire au début, parce que c'est là où on va chatter. Au milieu, c'est les écrans où on a un petit peu les configurations. Et donc là, j'ai un agent un peu tout vide globalement auquel j'ai donné des connaissances. Je montre juste au début. Je lui ai donné des connaissances Microsoft Learn Center. C'est tout le centre de connaissances Microsoft public. Et je vais vous montrer que c'est très simple. Je vais lui dire, voilà, je te rajoute un déclencheur. J'ai cliqué sur un petit bouton. Je lui dis, il y a un déclencheur. Donc ça, c'est toutes sortes d'événements. Il s'appelle à l'arrivée d'un email. Typiquement, voilà, un email va arriver et je vais regarder ce qui se passe dedans. On va faire OK, très bien, je veux poser des questions sur du Microsoft et c'est parti, j'ajoute ce déclencheur. Chaque fois qu'un email sur des questions Microsoft arrive, il va se déclencher. Et puis pourquoi pas dans l'autre cas, je vais lui donner un outil qui sert à envoyer des emails. Et moi, le sujet, ça va être de lui dire chaque fois qu'un email arrive, et donc ça c'est la partie instruction, je lui dis voilà, regarde, chaque fois qu'un email arrive dans ma boîte de réception, s'il concerne mon sujet, tu vas utiliser l'action et la marquer, je mets un petit slash, ça me permet d'aller chercher l'action.
je peux le forcer. Je pouvais le laisser libre. En vrai, il arrive très bien, mais je peux aussi le forcer. C'est ce que je montre là, cette option. Et il va tout simplement. Ensuite, pour chaque question, il va isoler chacune des questions, ce qu'on va voir dans la démonstration. Là, par exemple, j'ai un email où quelqu'un me pose plein de questions. Je l'ai anonymisé, mais en vrai, c'est le genre de choses que parfois je peux recevoir, plein de questions sur du Microsoft. Il faut répondre à tout. Donc il faut structurer le mail, analyser, préparer les réponses. Et là, je vais juste simuler le déclenchement de l'arrivée de mail parce que je garde en mémoire, c'est vite de se renvoyer des mails soi-même. J'appuie sur un petit bouton qui permet de voir en temps réel, et là je voulais un peu accélérer, et on voit globalement, par exemple, il a vu, ok, il y a une question sur la téléphonie, très bien, il a été chercher des informations, il a trouvé du contenu, il a trouvé qu'il y avait une autre question qui était, hop, ah, j'ai un peu mal cliqué, voilà, hop là. Il a trouvé qu'il y avait d'autres questions, par exemple, il avait posé une autre question qui était sur des choses sur les connexions de Copilot Studio, hop, il a trouvé d'autres informations. Et donc voilà, il a trouvé pour chacune plein de réponses, et ensuite il m'a construit un email, et l'idée c'est que voilà, globalement, voici ce qu'il a construit en réponse. Très simple. Ceux qui connaissent pas, voilà, je voulais vous montrer que finalement, il faut se jeter à l'eau et il faut le faire parce que c'est pas compliqué. Voilà, ce que je l'ai montré en accéléré, mais j'ai pas fait des longues configurations. Il n'y a rien de plus que ce qu'il y avait à l'écran. Un prompt, deux connecteurs, et en plus ça fait partie de. Si vous avez une licence Microsoft, ça fait partie. Le deuxième, c'est pour faire un petit deep dive sur. Hop là, c'est le deuxième. Voilà. Lui-là, c'est pour montrer quand on inclut du raisonnement, parce que pour l'instant j'ai mis du prompt, c'est-à-dire une instruction comme vous donnerez un ChatGPT. Là, c'est pour montrer que si je lui demande de raisonner, ça va pas se passer la même chose. Là, je montre, j'ai deux sources de données. C'est du SharePoint, donc des documents d'entreprise, du faux. J'ai généré que des fausses informations dans mes environnements. Et il y a un répertoire avec plein de formations, un répertoire avec plein de fiches qui décrivent les métiers de mon entreprise fictive. Je vais lui poser une question que on peut, hop, voilà, qui est je veux devenir chef de projet. Voilà, par exemple. La réponse qui sort, très acceptable. Si je la zoome un petit peu, c'est très acceptable. Voilà, il faut, en tout cas en France, voilà un petit peu ce qu'on attend des gens. Voilà les petites certifications possibles, etc. Ça reste pas de débat. Très bien. Maintenant, si ce qu'on va voir, c'est qu'on va lui montrer qu'on va lui mettre en place du raisonnement. Donc dans les paramètres, je vérifie que les capacités de raisonnement sont activées. C'est ce petit bouton dans Copilot Studio. Et là, j'ai écrit un prompt. Donc je vous ai passé l'écriture complète de ce prompt, mais ce texte, il va dire que tu dois commencer, et c'est là où on commence à avoir des choses intéressantes, à récupérer dans un premier temps les fiches de poste. Donc pas juste faire une synthèse comme un genre de gros moteur de recherche, et va chercher les fiches de poste qui correspondent à la question. Ensuite, fait ce qu'on appelle, là il y a un peu de vocabulaire IA, faire de l'inférence. C'est-à-dire que je lui dis d'utiliser le raisonnement et ses capacités de réflexion pour trouver tous les synonymes et les mots équivalents à ce qu'on a trouvé dans les fiches de poste et la question. Ça va lui permettre de faire des correspondances avec les formations. Et ensuite, je lui explique, construis-moi un plan de formation. Et en plus, je lui donne des exemples, je lui donne des structures. Je lui dis comment il doit construire sa réponse. Voilà. Et là, si je lui pose exactement la même question, eh bien, on va voir déjà, on voit bien la première étape. Il a fait description de chef de projet. Il n'a pas cherché à devenir chef de projet. Il a commencé à faire, je veux vraiment la description. Et ensuite, il va continuer à justement travailler sur tous ces sujets-là. Donc voilà, et là on le voit d'ailleurs faire lui-même, ça c'est du raisonnement. Ça c'est des informations qu'il n'a pas dans les documents. De lui-même, et de par cet entraînement qu'il a eu, il a raisonné et il a fait ce qu'on appelle donc ses inférences pour chercher les libellés, les informations, pour être le plus apte possible. Et donc ça pareil, c'est des choses juste à partir de ce que je lui ai expliqué. Et on le voit à droite, la réponse qui est générée n'a absolument rien à voir si on compare, je vous zoome un petit peu. Voilà, ça n'a absolument rien à voir en termes de qualité de contenu. Et pourtant, on est sur la même source de connaissances. C'est ça qui est très intéressant, c'est que parfois on peut se dire oh je suis pas content des réponses de mon IA, etc. C'est au-delà, on dit toujours qu'il faut faire le prompt, mais au-delà du prompt, c'est même pousser à des capacités de raisonnement les IA d'aujourd'hui, comme les GPT. Au passage, j'ai fait une démo sur du GPT 4, si je dis pas de bêtises, alors qu'en fait on a GPT 5 qui est en train d'être livré sur les environnements Microsoft. Voilà, je suis allé assez vite, mais c'est des bases, et voilà. Maintenant, je vais vous mettre cette notion-là. Gardez en tête donc ces notions de raisonnement, ces notions vraiment d'autonomie. Et maintenant, on va s'imaginer qu'on a un chef d'orchestre qui va être capable de faire travailler plusieurs agents. Et l'idée, c'est que ces notions de raisonnement dont je vous ai parlé,
en fait, ces notions de raisonnement, c'est un agent maître, un agent, c'est un agent, sauf qu'on va lui dire, tu vas pas piloter des accès à des sources de connaissances uniquement, tu vas piloter d'autres agents qui, eux, ont une spécialité de travail. Et donc, il va utiliser le raisonnement par rapport à ce qu'il sait de ces agents. Chaque agent a un nom et une description. Il va raisonner par rapport à la question. Et ensuite, ces agents eux-mêmes vont recevoir des instructions. Chacun, on va lui demander quelque chose. Et ils vont effectuer, comme on l'a vu juste avant, des actions. Et du coup, finalement, on voit cette collaboration et ce chef d'orchestre qui va raisonner. Et il va donc finalement consulter un catalogue d'agents via leur description. Et c'est là où tout ce que je fais depuis le début, c'est grâce à la description des outils. Et ensuite, il va construire une suite d'actions et la suite d'action, elle est faite par l'orchestrateur en lui-même, en haut, et il va continuer, si on utilise le raisonnement, tant qu'il n'a pas atteint l'objectif. Et c'est ça aussi la grande différence entre faire une réponse augmentée, en fait, par ce qu'on appelle les IA génératives, et utiliser du raisonnement qui, lui, va challenger pour maintenir la réponse. Ceux qui ont déjà joué, par exemple, avec OpenAI, de l'auteur de ChatGPT, ils ont dû se rendre compte que GPT-4o, on lui pose une question, j'ai une réponse instantanée, et il y a un modèle qui s'appelle O3 qui est dédié au raisonnement, et lui, si on regarde ce qui se passe, ça peut tourner en rond longtemps tant qu'il n'atteint pas l'objectif qu'on lui a demandé. Donc c'est très intéressant. Et donc là, je vais vous faire deux petites démos. On va faire en fait faire un petit peu jouer tous les agents ensemble et je vais vous montrer un petit peu comment on marche aussi pour construire un guichet unique de réponse. La première, c'est celle que je vous ai parlé au début. Je vous dis voilà, et là je vous mets un petit peu en début. J'ai reçu d'un de mes clients, voilà, vérifie quand est-ce que j'ai des réunions. Alors c'est vrai que cette démo je l'ai tournée il y a un petit moment. C'était donc en juillet et en fait j'ai fait ce prompt parce que globalement le 9 juillet 2025, j'avais un client qui voulait que je vienne le voir et il n'est pas du tout dans la même ville que moi. Donc du coup je lui dis quand est-ce que j'ai des réunions. Il faut que tu organises un voyage en train le 9 juillet entre deux villes, entre la ville où j'étais le matin et celle où je voulais être le soir. Et il faut tenir compte du fait que je dois prendre le train à un moment où je suis pas en réunion. Et il me faut un hôtel, etc. Et pour passage, c'est une réunion sur Copilot Studio. Donc là, pour l'exemple, j'ai dit fais-moi un topo sur Copilot Studio et trouve-moi les coordonnées des membres de mon équipe qui travaillent pour ce client parce que je veux les emmener avec moi. Et puis au passage, je voudrais poser des congés parce qu'en fait, derrière, je veux rester dans la ville où je vais pour visiter un jour ou deux derrière. Et en fait, fais-moi un rapport à la fin. Voilà, ça c'est un seul prompt. C'est pas j'ai découpé en plusieurs agents. J'ai juste, et c'est ce qu'on va voir en bas à gauche, en bas à droite, pardon, de l'écran, j'ai juste envoyé ça. Si je vous mets un petit zoom, vraiment, comme on dit, tour de magie, rien dans les manches. Voilà, ce que je vous ai montré en gros de l'écran, c'est là j'ai rezoomé, c'est vraiment la petite phrase qui est en bas à droite. Et hop, donc là ça tourne, et là on va regarder ce qui commence à se passer. On le voit globalement, il a commencer à analyser les questions et on voit là, démo déplacement pro, il a appelé un agent. On voit en haut, tout en haut, je vais zoomer un petit peu parce que je sais que dans Teams c'est toujours compliqué. Mon orchestrateur, il s'appelle Maître Agent et il a appelé un agent dédié au déplacement professionnel. Cet agent dédié au déplacement professionnel, à l'intérieur, il a appelé une action qui est la SNCF, donc c'est la compagnie française de train. Et j'avais utilisé un serveur Perplexity qui est une autre IA parce que je voulais faire des tests et qui s'amuse à trouver des hôtels. Et donc, si on zoome un petit peu, on voit globalement qu'il a trouvé un train, il a trouvé un hôtel, il fait ses petites choses techniques et il a trouvé des hôtels qui correspondent à ma politique d'entreprise. Et voilà. Je rentrerai un peu plus dans le détail après parce que je remontre cette démo pour traiter d'un autre sujet. On le voit qu'il a ensuite découpé. Chaque fois, ces grosses boîtes, c'est un agent. On voit que j'ai un agent dédié au Microsoft. Il a été cherché dedans et il a lui-même fait les découpages. C'est pas moi qui lui ai instruit à faire ces découpages. Quand on revient ici, qu'est-ce que Copilot Studio? J'ai pas posé la question. C'est lui qui s'est dit, je dois demander à un agent spécialisé sur le Microsoft, qu'est-ce que c'est Copilot Studio? C'est ça le multi-agent, globalement, en action. Et après, voilà, il cherche des gens, il fait des requêtes, il se connecte au système RH pour chercher mes congés, tout plein de choses rigolotes. Et là, je vais vous montrer que c'est super facile à faire, en fait. Non, il y a un côté compliqué dans cette démo qu'il faut bien avoir, il faut avoir fait la connexion au solde de congé et il faut avoir fait ça. Mais c'est le sujet d'après pour vous montrer que c'est plus facile que ce qu'on pense. Mais rien que faire du multi-agent pour le démystifier, c'est très facile. J'ai un agent que j'ai appelé maître multi-agent. Et ben en fait c'est simple, il y a un petit bouton qui s'appelle assistant dans Copilot Studio sur lequel en fait je vais aller cliquer
On voit déjà que dedans, il y avait mon agent de déplacement professionnel pour voir un petit peu ce qui se passe quand c'est pas vide. Et du coup, là, on va cliquer sur ajouter un assistant, Copilot Studio, et je prends des agents qui sont disponibles dans mon catalogue, que j'ai fait ou que quelqu'un d'autre a fait. On voit que j'ai des descriptions, et voilà. Je suis allé passer vite parce que vous inquiétez pas, voilà, je le fais 2 fois en fait, pour montrer un autre agent. Parce que là, c'est vraiment que des agents que moi j'ai fait ou que des collègues ont fait sur cet environnement. C'est un environnement de démonstration qui s'appelle tous démo quelque chose. Et quand on clique dessus, hop, voilà, on arrive sur un autre écran, et là, quand je vous parlais de nom d'agent, de description, c'est tout ce qui va être fait. Pourquoi 2 informations à savoir si vous essayez de le faire vous-même. Je n'ai mis aucune instruction. Si je prends le petit pointeur laser, là, je n'ai mis aucune instruction. Pourquoi? En l'état actuel des choses chez Microsoft, l'agent maître a des instructions. Il va appeler un agent qui lui-même va utiliser des actions en faisant du chaînage dynamique, mais quand l'agent qui a été appelé, il n'a plus accès à ses propres instructions. Donc c'est pour ça que je n'en mets aucune quand je fais ça. Ici, s'il y en avait, elles sont ignorées. C'est celles de l'agent maître en fait qui sont appliquées. Et ce petit bouton transmettre l'historique des conversations, je le décoche systématiquement parce que ça me permet de faire que c'est l'agent maître qui décide de dire ce qu'il a envie de dire à l'agent attaché et de lui donner des instructions. Si je coche la case, l'agent enfant a accès aux mêmes informations que l'agent parent. Ça peut être intéressant, mais dans la majorité des cas, ça ne l'est pas parce qu'en fait, il va mélanger les instructions du parent avec les instructions globales qu'il doit suivre, et du coup, ça fait vite un sacré bazar. Donc c'est aussi petit truc pour que ça se passe mieux. Et voilà, et globalement, là, en l'occurrence, je montre que j'ai fait des agents dédiés au RH et aux formations, et ça, c'est un petit truc et astuce pour améliorer vos agents. Souvent, on demande de faire des agents sur les ressources humaines. Eh bien, petit truc et astuce très simple, au lieu de faire juste un seul agent sur les informations des ressources humaines ou d'une base de connaissances globale et se dire ah mince c'est pas terrible, en fait on va plutôt faire un agent maître, on va faire ensuite un agent dédié à le télétravail, ensuite un agent dédié à la paye, un agent dédié aux jours de congé, tous les thématiques que vous imaginez. Et ensuite à l'intérieur de chacun de ces agents, j'ai parlé tout au début des rubriques, j'en parle pas trop aujourd'hui, mais c'est que ça permet de refaire encore un affinage. Voilà. Et donc, ça va vous permettre de dire, OK, c'est quoi la différence? C'est que si vous posez une question sur la paye à un agent qui a accès à toutes les informations de l'entreprise, il va regarder tous les documents et tout ce qui parle de la paye, et pas que ce que vous voulez qu'il explique aux salariés. En faisant ça, si vous faites du multi-agent, par exemple, vous faites un agent paye, un agent congé, un agent télétravail, si quelqu'un pose une question sur le télétravail, le maître va appeler l'agent télétravail. Et lui, l'agent télétravail, il connaît que le sujet télétravail. Et donc, il va ne répondre qu'avec les connaissances télétravail. Il ne va pas aller mélanger avec le reste. Voilà. Donc, c'est aussi à ça que ça sert sur du conversationnel plus classique. Et donc là maintenant, attention, prochain slide, c'est qu'il est tard, mais il y a un peu du schéma et du dessin, mais c'est pour montrer à quel point cette notion de connecteur MCP, c'est super important. Parce que un expert MCP, un expert développeur va avoir une autre définition que moi, mais moi je vous la donne en tant que point de vue du low-code. C'est vraiment, au lieu d'avoir besoin de développer un service web, d'ailleurs, pour faire des choses, devoir de développer plein de services web avec du code, ce qu'on ne sait pas forcément faire d'ailleurs quand on fait du low-code, et en fait, ces serveurs MCP qui ont été faits par des développeurs, ils font que vous, côté low-code, vous n'avez plus à vous poser ces questions-là. Et en fait, ça cache la complexité et ça permet de faire qu'on parle en langage naturel. Au lieu de parler en code, on va parler en langage naturel à des services web. C'est pas des IA. C'est vraiment des interpréteurs de langage naturel qui servent à exploiter les services qui sont derrière. Et c'est pour ça que je vous en parle après le multi-agent, etc., parce que c'est des choses qu'on utilise progressivement à l'intérieur de chacune. Et donc là, je vais détailler un petit peu le use case que je vous ai montré tout à l'heure sur le voyage professionnel. Donc je reviens sur ce cas d'usage, je veux aller dans telle ville, mercredi prochain, la semaine prochaine. Donc en tant qu'utilisateur, je dis voilà, je veux faire ça, je veux aller dans telle ville, je veux me déplacer. Mon agent Copilot Studio, il est là pour comprendre l'intention et choisir un outil. Dans son catalogue d'outils, il a un serveur MCP de déplacement professionnel. Ce serveur MCP, il faut savoir qu'un déplacement professionnel, mine de rien, c'est plein de choses. C'est comprendre que la ville où je veux aller, elle a une gare ou pas, une gare de train ou un aéroport. Là, dans le cas, on est sur des trains. Que la gare, il faut savoir qu'elle a un nom technique.
Parce que quand on veut faire des recherches sur des plannings, ce qu'on ne voit pas en tant qu'utilisateur final, c'est que techniquement, c'est des noms techniques de lieux qui sont envoyés dans des requêtes en base de données et tout. Mais ça, on ne le voit pas. Donc il fait tout ça. Il va chercher les gares, il va chercher les trains, et il va chercher la liste des trajets en train qui sont possibles pour un utilisateur. Et va ensuite donner cette liste technique à Copilot Studio, qui lui va transformer cette réponse technique en langage humain. Et moi, il va m'afficher, et c'est donc ce qu'on a vu dans la démo, mais que je vais remontrer rapidement tout à l'heure. Et moi, je lui dis, bah, je veux prendre tel train. Il fait, OK, tu veux prendre tel train. Et mon agent, il dit au serveur MCP, ben, je veux tel train. Le serveur MCP il dit OK, c'est ce train-là, mais qu'est-ce qu'on en fait? Ben, mon agent Copilot Studio, il va lui dire on paye, et voilà comment on paye. Et le module de paiement, ben, c'est pas Copilot Studio qui l'a. Le module de paiement, c'est l'entreprise qui a les trains. Donc hop, les deux, l'agent et le serveur MCP vont discuter pour payer avec les informations qu'ils ont et confirmer la réservation, et on continue comme ça avec les hôtels si nécessaire. Ça évite en fait de devoir redévelopper des choses qui existent déjà et de laisser l'expert, donc l'entreprise qui gère les trains ou qui gère les hôtels, c'est leur système informatique à eux. Et je n'y ai pas accès, c'est très bien. Et eux, ils me mettent à disposition cette technologie-là qui me permet en langage naturel de discuter avec leur service. Et après, je vous montrerai un autre usage plus interne à l'entreprise aussi. Donc moi, voilà, je vous remontre rapidement cette petite démo-là qu'on a vue. Et puis j'ai vu des gens arriver un peu en retard, comme ça ils la revoient. Donc qui était vraiment, mais ça va aller vite quelques secondes. Hein. On veut organiser un voyage, on veut trouver mes collègues, on veut faire un topo, et on veut au plus partir en congé. Et donc là, je vais aller directement dans les étapes. Mais je vais zoomer sur des petites étapes sur lesquelles je ne m'étais pas arrêté au début. Parce que j'avais fait exprès de laisser passer, et je la cherche, voilà. Hop, qu'est-ce que c'est qu'un serveur MCP? C'est ça. Par exemple, il faut savoir que vous avez, côté Microsoft 365, déjà, toute votre gestion des emails et des calendriers, elle est vue comme un seul serveur MCP dans Copilot Studio. Donc pas besoin de vous dire, je vais chercher tel mail, je vais chercher tel agenda, je vais chercher telle réunion ou tel rendez-vous. En fait, vous avez un serveur MCP qui s'appelle Email Management MCP Server. Et il y en a un autre qui s'appelle Agenda MCP Server, gratuit, à l'intérieur de Copilot Studio. Et en fait, il se débrouille. Je lui dis, va me trouver dans mon agenda ma dispo. Et c'est ça qu'il va faire, en fait. Et c'est juste là qu'il va se débrouiller tout seul, en fait. C'est ça qui est fou. Donc là, on voit son petit catalogue d'outils qu'il a pour les emails. Et en fait, je suis allé un peu vite, pardon. Hop là, j'ai mal cliqué. C'est toujours un petit peu dur. C'est le moment sans filet de la cascade. Voilà. Et je vais revenir légèrement en arrière. Hop, voilà. Et là, je vais vous le zoomer pour voir ce qui s'est passé. C'est que le serveur MCP de mon agenda, en fait, il a vu que le 9 juillet, je n'ai qu'une réunion entre 7h45 et 8h. Et que le reste de la matinée, je suis libre. Et donc, il est en train de dire à l'agent déplacement professionnel, au fait, c'est bon, cherche après 8h du matin le 9 juillet un train. Voilà, c'est pas dans mon prompt, je n'ai rien fait. J'ai pas codé ni rien, et il fait ça. Donc c'est assez cool. Et ensuite, on va le voir, donc il enchaîne des choses que je vous montrais tout à l'heure. Hein. Là, il s'est connecté pour chercher tout ce qui est caché. Les hôtels, pareil, c'est un serveur de recherche des hôtels, et il continue comme ça. Voilà. Et donc c'est là où c'est vraiment intéressant, toute cette partie-là. Mais là, je vais vous montrer maintenant un autre usage détourné. Je vous ai expliqué très rapidement au début que globalement, un agent, il y a une partie compréhension du langage, recherche de l'information, restitution de l'information. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que donc ce qu'on appelle du RAG, la partie au milieu de recherche d'information, c'est vraiment fait pour qu'une IA fasse une génération de synthèse. Et donc, elle, comme un moteur de recherche, elle ne va utiliser que quelques résultats. Et donc, si là, par exemple, je lui pose une question qui est tout simplement dans une base de données fictive de salariés que j'ai générée pour l'occasion, hop là, on voit qu'il y a des salariés, on voit qu'il y a des noms, des boîtes, hein, c'est un truc complètement fictif dans une base de données de type Dataverse. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la base de données inclus dans la Power Platform. Et je lui ai demandé de me lister tous les salariés. Et c'est là le drame. Parce que on a tous déjà eu ce problème. Liste-moi tous les. Une IA sortie de la boîte ne sait pas le faire. Voilà. Ça, c'est pour si vous voulez savoir si une IA a été trafiquée et enrichie, comme ChatGPT a plein de modules cachés que vous ne voyez pas. Et ben là, il me dit oui, il y a 16 salariés. Par contre, je t'en affiche que 10. Pourquoi? Parce que le RAG limite à 10 résultats. Et lui, c'est 10 résultats, donc il a pris 10 salariés, suivant quels critères, c'est pas le sujet, et il me les a affichés 10, et ensuite, bah, les 6 autres, je les vois pas. Et ça, c'est, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, il y a un serveur, on devrait aller lire dans la base de données toutes les infos. Là, il veut pas, parce que le RAG ne veut pas aller lire toutes les données.
Et donc c'est là où, quand je vous disais que le MCP, ça permet de cacher des choses techniques quand on ne sait pas faire, il y a un serveur MCP pour les bases de données, dont celui de Dataverse. Et donc je l'active très rapidement, c'est juste hop, un bouton, ajouter l'outil MCP, je l'active, boum. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on voit qu'il a une liste d'outils. Je reviens en arrière, quand je vous parlais, voilà, lister des tables, etc. Et c'est vraiment Copilot Studio qui va se débrouiller. Moi, j'ai juste dit, je veux la liste de tous les employés. Et lui, il a traduit en code select étoile from, voilà. Ceux qui ont fait un petit peu d'SQL dans leur vie, ça, voilà, c'est la requête. Au passage de lui-même, il a trouvé le nom de la table. Il s'est débrouillé tout seul. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que même pour des actions techniques, ils peuvent vous dépanner. Et là, en plus, il liste tout. Donc, il me liste l'intégralité des données. Il n'y a pas de souci. Voilà. C'est à ça que ça sert. Et donc, après, je montre d'autres exemples où je lui dis, par exemple, je veux les salariés qui font de la Power Platform. Et ce qui va être intéressant, c'est que sur cette partie-là, il va aller regarder qui a les notions de Power Apps ou de Power Platform à l'intérieur de la base. Et là, ce qui va devenir rigolo, c'est que en fait, j'en ai 3 où il y a écrit Power Platform à l'intérieur de la base. Et ça a dû aller un petit peu vite. Mais globalement, c'est qu'il y en a 3 où il y a marqué Power Platform à l'intérieur de la base, mais qu'il y en a plusieurs autres où en fait c'est pas écrit, il y a juste écrit Power Apps. Et une IA, elle sait faire la différence que Power Apps fait partie de la Power Platform. Donc ça reste un point fort, parce que là, le problème, c'est quand j'utilise ce serveur MCP pour lui dire, trouve-moi tous les gens qui font de la Power Platform, et c'est là le problème qu'on va avoir très 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 vite. Voilà, hop, pardon, j'ai mal cliqué, j'essaie de vous le remettre parce que j'essaie de faire pause en même temps. Voilà, hop, c'est juste ici. C'est que le problème, c'est qu'en code, lui, il dit, ok, c'est ce qu'on appelle un like, il veut chercher absolument le mot Power Platform. Et donc, il n'y a plus que 3 personnes, les gens qui font de la Power Apps, d'un point de vue purement technique, Power Apps, c'est pas le mot Power Platform. Voilà. Donc là, comment résoudre ça? Ce que je vous ai montré tout au début, il faudrait lui faire du raisonnement avec des inférences dans lesquelles il comprendrait que tous les synonymes, ça serait Power Apps, etc. Mais voilà. Donc attention, c'est pas non plus magique. Et il faut se méfier, il ne faut pas oublier que l'IA a un désavantage, c'est qu'une IA, elle sait que la Power Apps, ça fait partie de la Power Platform. Une requête de base de données, elle ne le sait pas. Voilà, donc c'était aussi ce petit danger à faire attention quand on manipule les choses, puisque vous êtes les experts techniques, et donc forcément, ou métier, parce que je pense qu'il y a un peu de tout le monde, et que quand on est les experts, globalement, c'est à nous de faire attention à ce qu'on fait. Et donc, hop. Et donc globalement, je vais vous parler, là je veux qu'on a le temps en termes de chrono, je vais essayer d'aller un peu plus vite, même si ça fait 40 minutes qu'on est là. La dernière nouveauté, aux dernières nouvelles, aujourd'hui, il y a uniquement Shen Yung aux États-Unis qui a fait une démonstration, et je n'ai pas vu beaucoup de gens encore en faire en public parce que ça fait pas longtemps que Microsoft nous laisse faire les démos. Computer Use. Qu'est-ce que c'est que ce truc Computer Use? C'est simple, c'est les machines qui, à partir d'un simple prompt, les IA prennent le contrôle de l'ordinateur. Qu'est-ce qui va se passer? Et donc je reprends un exemple de tout à l'heure. J'ai un utilisateur qui veut toujours faire sa réservation de voyage. Un agent IA, il a un catalogue d'outils. Mais là, il va utiliser Computer Use. Et en fait, je vais vous montrer en action ce que ça fait. Mais dites-vous, c'est vraiment le souris, la clavier. Ce que vous allez voir à l'écran, c'est qu'il y aura 2 écrans en simultané. Il y a un écran qui est techniquement sous le moteur, ce qui se passe, comment l'IA réfléchit, qui n'est pas très lisible, c'est un peu petit. Et il y a en écran, là, c'est pas moi qui bougeais la souris, d'ailleurs, vous allez voir, les mouvements sont pas très humains. Et on va voir comment il se déplace et comment, à partir juste d'un prompt, en fait, Copilot Studio prend le contrôle d'un ordinateur. Alors c'est pas forcément le vôtre, ça peut être dans le cadre professionnel, on lui déclare des fermes d'ordinateurs qui sont cachés dans des serveurs, qui sont dédiés à être utilisés pour à effectuer des actions. Donc qu'est-ce que ça peut être? Là, je vais montrer 2 use cases, un qui est aller réserver un voyage en train, mais un autre qui est automatiser des traitements de factures, parce que parfois, il y a des cas en entreprise où on a des documents qui arrivent au format papier, qui sont scannés par des imprimantes, et puis après, il faut aller saisir les factures, mais c'est long, et puis les formulaires, ça ne demande pas beaucoup d'intelligence. En fait, les documents, ils sont scannés, ils sont déposés, et puis à partir du moment où ils sont déposés, Copilot Studio, et je vous en ai parlé au début, en tant qu'agent autonome, va se déclencher, va ouvrir de lui-même les documents à traiter, et va aller les saisir dans les formulaires. Et voilà, ça peut, voilà. Et donc aussi, ça sert à quoi dans la vraie vie? C'est qu'on pourrait dire pourquoi je fais pas du code, parce qu'il y a plein d'entreprises que dans leur logiciel de facture, ils sont tellement vieux que c'est des logiciels qu'on ne peut pas
On dit attaquer quand des logiciels qu'on ne peut pas connecter en code. Donc, on a besoin de ces outils qu'on appelle les outils de Robotic Process Automation. Mais là, cette automation, elle n'est pas faite par un humain qui l'a prévu, elle est faite par une IA qui est à partir d'un prompt et qui va pouvoir, on va le voir dans la vidéo, gérer les imprévus, qui est le gros problème du code. Donc, la première, c'est du surf internet que je vais montrer, qui est très rapide, très mignonne, mais qui est, je trouve, rigolo pour l'occasion. Et la deuxième, qui est plus intéressante et un peu plus longue, le traitement des factures. Et après, on aura fini, parce qu'on approchera de la fin. Donc, je vous montre la première, tout simplement. Donc, voilà, on a un prompt sur lequel je viens zoomer, et je lui dis, ouvre-moi le navigateur Chrome, choisis mon profil, va sur le site de la SNCF, donc c'est la régie des transports, enfin c'est l'entreprise qui gère les transports en France, et bon, au passage, le truc que je vous montre, Computer Use, c'est de la preview. Il y a encore des choses où il faut un petit peu l'aider. Par exemple, quand vous arrivez sur un site web, s'il faut le site web demande des cookies, j'ai dû un petit peu lui dire qu'il faut les accepter, ce genre de choses. Mais je lui dis, dans mon histoire, il y a une ville de départ et une ville de destination. Et donc voilà, je lance le test. Je vais cliquer dans mon petit enregistrement, je vais cliquer sur ce bouton de test et je vais lui dire d'aller de Deauville, entre Lille et Paris. Et là, on voit en bas à gauche qui va commencer à réfléchir. Donc là, on se dit, OK, il se prépare et on voit un petit zoom sur ce qui va se passer au milieu de l'écran. Il y a un petit décalage parce qu'entre les deux machines. Mais là, déjà, hop, si je reviens un petit peu en arrière, parce que ça va assez vite au début et après ça plus lentement, il a mon navigateur, il a cliqué sur mon profil. Ensuite, la souris, elle se déplace toute seule, elle va dans le navigateur web. Là, il va sur le site en question et on le voit, il va dans la barre de recherche, hop. C'est en accéléré au passage, je vous montrerai, c'est un petit peu les défauts, c'est qu'en vrai, ça prend une dizaine de minutes, ce que je vous montre, parce qu'il analyse ce qu'il voit, il fait des pauses, mais là, voilà, il tape le nom de la ville, il voit les différentes gares, il se dit, OK, c'est là que je veux aller. Ensuite, il va jouer avec les horaires, voilà, et ensuite, il va tout simplement aller voir les prix. Donc là, voilà. Donc, c'est des choses juste à partir de mon prompt, et là, si je fais, hop, un petit zoom pour montrer ce qui se passait. Regardez, bon, c'est un peu flou, mais globalement, parce que le zoom est énorme, c'est en tout petit dans la vraie vie. Mais il te dit voilà, je fais une recherche Paris-Lille, je me débrouille, je navigue, je confirme la date, c'est ce qu'il est en train de faire à l'écran. Voilà. Donc c'est des choses assez sympatoches. Avec le petit défaut, c'est qu'il a beaucoup de mal à faire scroller un écran. Et donc à droite, moi je vais devoir là c'est moi qui ai dû l'aider 2 secondes parce qu'il n'arrivait pas à scroller pour trouver le bouton voir les prix. Donc la technologie est encore en preview, ça se trouve au moment où je vous parle, Microsoft l'a corrigé. Sinon de toute façon j'ai prévu un point avec eux pour leur montrer, mais globalement voilà, c'est assez cool comme chose. Mais là c'était juste mignon pour vous un petit peu vous montrer. Là maintenant je vais vous montrer. Et c'est là pour ça qu'il y a des URL cachées, parce que j'ai dû travailler. Alors, c'est pas des vraies informations, mais c'est sur des environnements de démo et je veux pas juste montrer les URL. Donc, les petites barres bleues, c'est juste mes environnements. Et là, c'est un peu plus complexe. Là, on a, hop, un prompt. Je lui dis, va sur tel site SharePoint. C'est le site SharePoint qui reçoit les scans de mes factures que je reçois. Donc, toutes les informations que vous verrez, les factures, c'est des faux documents générés pour l'occasion. Je lui dis, va dans la bibliothèque, filtre, choisis tout les documents qui n'ont pas été saisis. Et ensuite, il va falloir que tu ailles sur chaque document et que tout simplement que tu ailles les saisir dans un formulaire. Donc là, j'ai mis un Microsoft Forms. Ça pourrait être un logiciel, du SAP ou n'importe quel logiciel que vous utilisez pour les factures. J'ai fait un Forms de 3-4 champs là pour l'occasion. Je lui dis de remplir les formulaires avec ce qu'il aura vu dans les PDF à l'écran. Et ensuite, s'il a besoin de scroller, d'appuyer sur la petite flèche du bas, c'est la petite astuce qu'il y a temporairement avec le bug. Et après, je lui dis de soumettre tous les formulaires, tant qu'il y en a. Et donc, j'ai envie de dire, si en temps réel et ça rajoute, ben, il va continuer. Et on va voir, il y a d'autres petites astuces très drôles qui vont se produire parce que j'ai fait des bêtises pendant ma démo. Donc là, on le voit. Déjà, ce qui est assez rigolo, j'avais laissé la souris en bas à droite et il galère un petit peu. Et il va essayer d'aller donc sur le site. Bon, là, c'est un petit peu caché, mais on va le voir à l'extension. Globalement, il va sur un site SharePoint qui va s'afficher à l'écran, mais il le tape. Et là, on voit, il est dans son site SharePoint. Là, c'est pas moi qui clique, hein. C'est vraiment Copilot Studio. Il a cliqué sur les filtres. Il se dit, OK, je veux tous ceux qui n'ont pas été saisis. Il clique sur non. Il applique son filtre. Il lui reste plus que 2 documents. Il va aller cliquer sur le premier. Donc là, on le voit, hein, ce mouvement vraiment avec la souris, je voudrais le faire, j'y arriverai pas, quoi.
Il voit le document. Moi, c'est moi juste là qui zoome dans l'enregistrement pour vous montrer que vous voyez un petit peu les données. Et là, il va se passer une donnée un truc où j'ai fait une bêtise. C'est que déjà, là, il galère un petit peu pour ouvrir le nouvel onglet, mais lui-même, il a dit, OK, je fais un clic droit, nouvel onglet. Et là, en fait, j'ai fait plein de tests et j'avais oublié que quand un Microsoft Forms, on ne le soumet pas, c'est pas parce qu'on ferme l'onglet qu'il perd les données. Il m'avait enregistré mes saisies. Et là, l'IA, elle se retrouve sur un formulaire à l'adresse et elle est censée saisir les données et se dit, bah normalement, c'est foutu, quoi, il y a déjà des trucs. Et en fait, pas du tout. Lui, il regarde l'écran, il fait OK, c'est les bonnes données, c'est ce qui était prévu, et bah, je vais cliquer sur envoyer tout simplement. Et là, on est sur l'écran de soumission d'un formulaire quelconque. Et là, de lui-même, il fait OK, il se souvient qu'il y avait plusieurs éléments. Je ne l'ai pas dit, faisant 2, faisant 3, faisant 4. Continue tant qu'il y en a. Et donc, de lui-même, et c'était pas dans le prompt, hein, si vous revenez en arrière, il vient, il ferme le PDF. Et là, j'étais fou. Il va sur le mode grid SharePoint. Il clique. Et hop, il cherche où est le bouton. Donc là, il y a 1 ou 2 minutes qui passent hein, dans la vraie vie. Hein, j'ai accéléré. Il va cocher la case. Il va quitter le mode édition, mode gris. Et il passe au deuxième élément. Il regarde. Donc là, je vous le montre pour que vous voyez un petit peu les données. Et là, il va se passer le cas en code. C'est normalement, on est foutu. Parce qu'il revient sur l'onglet de tout à l'heure. Parce qu'il se souvient qu'il l'avait déjà ouvert cet onglet. Et là, il n'y a pas de formulaire. Et si vous avez. Et ben, de lui-même, ça lui a pris quelques minutes. J'avoue, il faut remettre en réalité. Là, je le fais en temps réel. Dans la vraie vie, il est resté bloqué 1 minute ou 2 là. Parce qu'il est arrivé dessus, il a fait mince, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, il a regardé l'écran. Et en fait, on va le voir si. Hop, je vais commencer à le laisser. Voilà. Et je vais vous zoomer en bas à gauche. Voilà. Et en fait, il fait OK, ouvrir, naviguer, etc., etc. Et ça, c'est fou, parce que du coup, de lui-même, il a compris qu'il doit aller cliquer sur envoyer une autre réponse, c'est pas moi qui le fais. Et là, boum, 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 il rentre dans les cases, sur l'accéléré, là, c'est pour ça que ça bouge un peu vite. Parce que là, c'est pareil, ça va prendre quelques minutes, mais c'est une technologie en preview, je ne doute pas que ça va aller de plus en plus vite côté Microsoft. Et là, voilà, il recommence, etc. Il va fermer les écrans et il va aller cocher ces petites cases. Vu que le temps tout leur tourne, je vais juste passer au dernier slide où je voulais vous toucher un petit mot. Et si vous avez des questions, ça va être le moment de les sortir. C'est qu'on est sur l'intelligence artificielle aujourd'hui. Intelligence artificielle dans les IA génératives. Quelqu'un a dit, je pense que c'est faux les chiffres, mais je trouve que c'est une belle illustration. Imaginez, c'est un enfant de 12 ans qui aurait lu pour 400 milliards d'années ou 400 millions d'années de livres très vite. Voilà. C'est ça aujourd'hui les IA génératives. L'AGI, donc les Artificial General Intelligence, elles vont être capables de mémoriser, de raisonner, donc mais surtout d'enrichir leurs connaissances et de ne pas recommencer les mêmes erreurs. Parce qu'aujourd'hui, là, ce que je vous ai montré en computer use, il va refaire les mêmes erreurs à chaque exécution. Il ne va pas apprendre. Et en fait, c'est cette notion d'apprentissage qui est compliquée. Aujourd'hui, une IA peut avoir une mémoire. Cette mémoire peut rentrer dans l'entraînement, mais c'est pas une action facile et naturelle et instantanée. C'est quelque chose de complexe. L'AGI, ça va vraiment être comme si vous discutiez avec un adolescent qui va apprendre de ses erreurs en temps réel et s'améliorer. C'est ça la différence. Et donc aussi, on doit comprendre que l'IA, elle est au stade adolescent. Donc, j'ai pas envie qu'elle se rebelle à l'adolescence. Bon, ça, c'est plus par rapport aux films de science-fiction. Mais c'est de se dire qu'avec tout ce que je vous ai montré, vous avez entendu du raisonnement, de l'orchestration, du multi-agent, il y a de la mémoire, tous les éléments indépendamment, on les a. Et c'est pour ça qu'on se dit que d'ici la fin de la décennie, des IA capables de s'améliorer en temps réel, eh ben, c'est quelque chose qui est tout à fait proche en fait. On a fait un grand pas en avant les 2 dernières années. Et voilà, je termine là-dessus. Je vous remercie pour votre attention et on va regarder ensemble s'il y a des questions. J'arrête donc le partage pour vous revoir tous. Et je vois que vous êtes beaucoup à être arrivés pendant la présentation et on est devenus très nombreux. Alors, première question de Michael. Oui et non. Et en fait, tu as tout à fait raison. J'en parlais très rapidement tout au début. Power Automate Desktop va simuler les actions, mais c'est un peu comme un Power Automate au sens où tu vas planifier ces actions. Tu as un petit côté enregistrement de l'écran, mais tu prévois et tu enregistres et tu fais. C'est un workflow de déplacement et de saisie à l'écran. Donc c'est très bien. Là, je pense que tu as vu, c'est que à la fin, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, par exemple, le cas du MS Forms qui ne s'affiche pas comme il faut. Au lieu d'être sur un nouveau saisie de formulaire vierge, j'ai un écran imprévu. Ça, en RPA, c'est foutu.
Quand je dis RPA, c'est Power Automate Desktop. En RPA, par exemple, très fréquent, vous avez prévu un RPA sur un ordinateur. Un utilisateur, il a une interface, et la technologie SAP permet souvent aux utilisateurs de personnaliser leur interface. Du coup, le même RPA en Power Automate Desktop s'exécute chez un deuxième utilisateur qui a personnalisé l'affichage différemment. Votre programme, vous avez peut-être passé 2-3 semaines dessus, il est foutu. Alors que là, avec Computer Use, l'utilisateur, il a changé l'emplacement de 2 ou 3 boutons, c'est pas grave. Et encore là, je vous ai fait des trucs courts, mais j'ai fait des trucs où il navigue dans Teams, il va dans les organigrammes des gens, il clique, il va chercher les mails, il tape des conversations, enfin c'est fou en fait. Il prend vraiment la main, et sur la version la plus avancée, Microsoft a fait une démonstration où en fait, ils lui ont rajouté la voix, et en fait, il discute avec quelqu'un qui joue à Minecraft, et il lui donne des conseils en temps réel. Voilà, pour vous donner un petit peu là où on en est. Voilà, donc c'est toute la différence. Et pour moi, l'idée, c'est que Computer Use va devenir une brique de Power Automate Desktop. Et justement, dans Power Automate Desktop, ce qui va être fou, c'est qu'il y a des morceaux que tu vas faire en technique et en code. Et il y a des morceaux que tu vas mettre en IA, comme ça, tu vas faire quelque chose de super résilient. Et ça, je trouve très intéressant. Parce que moi, le défaut que j'ai avec Power Automate Desktop, c'est que le moindre truc qui n'est pas au bon endroit, ça se passe pas bien. Et là, du coup, si tu mets du Computer Use, bah, ça va vraiment permettre aux technologies de Power Automate Desktop et donc de Remote Process Automation RPA de devenir résilient et, comme on dit, bulletproof, quoi. Ça va résister à tout, en fait. Et ça, c'est fou. Voilà, j'espère, Michael, que j'ai répondu à ta question. Alors, j'ai plusieurs questions. J'ai Oui, des questions d'ordre général et d'ordre technique. Donc, je vais commencer par les questions plus générales. oui, Alors déjà, merci beaucoup, Romain, pour cette belle présentation. Alors, j'aimerais vous poser une question concernant l'adoption de l'IA dans deux volets. Parce que de mon expérience en tant qu'architecte de solutions par plateforme, j'ai souvent échangé avec des clients et prospects qui expriment certaines réticences face à l'IA. Donc, ils estiment parfois ne pas être assez matures technologiquement ou ne pas avoir les moyens nécessaires pour conduire le changement ou garantir une utilisation mhm. responsable des solutions IA. Donc, avec votre recul et votre expérience, quelle stratégie recommanderiez-vous aux entreprises pour réussir Oui. l'adoption des solutions IA malgré Ouais, ces freins-là? je comprends. Ouais. Et, et dans un second temps, comment mener une conduite de changement efficace tout en mettant en place un cadre solide pour assurer une utilisation responsable des solutions IA? Ça, Chacune c'est de la tes... première question, la première grosse question. Chacune de tes questions, je pourrais en parler pendant une après-midi. Oui. Faisons très court.